Les Chouans, partie 5, suite du chapitre 2. En entendant retentir dans le salon les pas d'un homme, le marquis se leva pour aller à sa rencontre. Il reconnut le convive attendu qui, surpris de la compagnie, voulut parler, mais le gars déroba au républicain le signe qu'il lui fit pour l'engager à se taire et à prendre place au festin. À mesure que les deux officiers républicains analysaient les physionomies de leurs hôtes, les soupçons qu'ils avaient conçus d'abord renaissaient. Le vêtement ecclésiastique de l'abbé Gudin et la bizarrerie des costumes chouans éveillèrent leur prudence. Ils redoublèrent alors d'attention et découvrirent de plaisants contrastes entre les manières des convives et leurs discours. Autant le républicanisme manifesté par quelques-uns d'entre eux était exagéré, autant les façons de quelques autres étaient aristocratiques. Certains coups d'œil surpris entre le marquis et ses hôtes, certains mots à double sens imprudemment prononcés, mais surtout la ceinture de barbe dont le cou de quelques convives était garni et qu'ils cachaient assez mal dans leurs cravates, finirent par apprendre aux deux officiers une vérité qui les frappa en même temps. Ils se révélèrent leur commune pensée par un même regard, car madame Dugois les avait habilement séparés et ils en étaient réduits au langage de leurs yeux. Leur situation commandait d'agir avec adresse. Ils ne savaient s'ils étaient les maîtres du château ou s'ils y avaient été attirés dans une embûche, si mademoiselle de Verneuil était la dupe ou la complice de cette inexplicable aventure. Mais un événement imprévu précipita la crise, avant qu'ils pussent en connaître toute la gravité. Le nouveau convive était un de ces hommes carrés de base comme de hauteur, dont le teint est fortement coloré, qui se penche en arrière quand ils marchent, qui semble déplacer beaucoup d'air autour d'eux, et croit qu'il faut à tout le monde plus d'un regard pour les voir. Malgré sa noblesse, il avait pris la vie comme une plaisanterie dont on doit tirer le meilleur parti possible. Mais, tout en s'agenouillant devant lui-même, il était bon, poli et spirituel à la manière de ces gentilshommes qui, après avoir fini leur éducation à la cour, reviennent dans leur terre et ne veulent jamais supposer qu'ils ont pu, au bout de 20 ans, s'y rouiller. Ces sortes de gens manquent de tact avec un aplomb imperturbable, disent spirituellement une sottise, se défient du bien avec beaucoup d'adresse, et prennent d'incroyables peines pour donner dans un piège. Lorsque, par un jeu de fourchette qui annonçait un grand mangeur, il eut regagné le temps perdu, il leva les yeux sur la compagnie. Son étonnement redoubla en voyant les deux officiers, et il interrogea d'un regard madame Dugois, qui, pour toute réponse, lui montra mademoiselle de Verneuil. En apercevant la sirène, dont la beauté commençait à imposer silence aux sentiments d'abord excités par madame Dugois dans l'âme des convives, le gros inconnu laissa échapper un de ces sourires impertinents et moqueurs qui semblent contenir toute une histoire graveleuse. Il se pencha à l'oreille de son voisin, auquel il dit 2 ou 3 mots, et ces mots, qui restèrent un secret pour les officiers et pour Marie, voyagèrent d'oreille en oreille, de bouche en bouche, jusqu'à cœur de celui qu'ils devaient frapper à mort. Les chefs des Vendéens et des Chouans tournèrent leurs regards sur le marquis de Montauran avec une curiosité cruelle. Les yeux de madame Dugois allèrent du marquis à mademoiselle de Verneuil, étonnée, en lançant des éclairs de joie. Les officiers inquiets se consultèrent en attendant le résultat de cette scène bizarre. Puis, en un moment, les fourchettes demeurèrent inactives, dans toutes les mains. Le silence régna dans la salle, et tous les regards se concentrèrent sur le gars. Une effroyable rage éclata sur ce visage colère et sanguin, qui prit une teinte de cire. Le jeune chef se tourna vers le convive d'où ce serpenteau était parti, et d'une voix qui sembla couverte d'un crêpe. « Mort de mon âme, comte, cela est-il vrai ?» demanda-t-il. « Sur mon honneur, » répondit le comte en s'inclinant avec gravité. Le marquis baissa les yeux un moment, et il les releva bientôt pour les reporter sur Marie, qui, attentive à ce débat, recueillit ce regard plein de mort. « Je donnerai ma vie, dit-il à voix basse,
pour me venger sur l'heure. Madame Dugois comprit cette phrase au mouvement seul des lèvres et sourit au jeune homme, comme on sourit à un ami dont le désespoir va cesser. Le mépris général pour mademoiselle de Verneuil, peint sur toutes les figures, mit le comble à l'indignation des deux républicains, qui se levèrent brusquement. « Que désirez-vous, citoyen ?» demanda madame Dugois. « Nos épées, citoyenne, » répondit ironiquement Gérard. « Vous n'en avez pas besoin à table, » dit le marquis froidement. « Non, mais nous allons jouer à un jeu que vous connaissez, » répondit Gérard en reparaissant. « Nous nous verrons ici d'un peu plus près qu'à la Pèlerine. » L'assemblée resta stupéfaite. En ce moment, une décharge faite avec un ensemble terrible pour les oreilles des deux officiers retentit dans la cour. Les deux officiers s'élancèrent sur le perron. Là, ils virent une centaine de chouans qui ajustaient quelques soldats survivants à leur première décharge, et qui tiraient sur eux comme sur des lièvres. Ces Bretons sortaient de la rive où Marche à terre les avait postés au péril de leur vie. Car, dans cette évolution et après les derniers coups de fusil, on entendit, à travers les cris des mourants, quelques chouans tombant dans les eaux, où ils roulèrent comme des pierres dans un gouffre. Pilmiche visait Gérard, Marche à terre tenait Merle en respect. « Capitaine, » dit froidement le marquis à Merle, en lui répétant les paroles que le républicain avait dites de lui. « Voyez-vous, les hommes sont comme les nèfles, ils mûrissent sur la paille. » Et, par un geste de main, il montra l'escorte entière des Bleus couchés sur la litière ensanglantée, où les chouans achevaient les vivants et dépouillaient les morts avec une incroyable célérité. « J'avais bien raison de vous dire que vos soldats n'iraient pas jusqu'à la Pèlerine, » ajouta le marquis. « Je crois aussi que votre tête sera pleine de plomb avant la mienne. Qu'en dites-vous » Montauran éprouvait un horrible besoin de satisfaire sa rage. Son ironie envers le vaincu, la férocité, la perfidie même de cette exécution militaire faite sans son ordre et qu'il avouait alors, répondaient aux vœux secrets de son cœur. Dans sa fureur, il aurait voulu anéantir la France. Les Bleus égorgés, les deux officiers vivants, tous innocents du crime dont il demandait vengeance, étaient entre ses mains, comme les cartes que dévore un joueur au désespoir. « J'aime mieux périr ainsi que de triompher comme vous, » dit Gérard. Puis, en voyant ses soldats nus et sanglants, il s'écria « Les avoir assassinés lâchement, froidement !»« Comme le fut Louis XVI, monsieur, » répondit vivement le marquis. « Monsieur, » répliqua Gérard avec hauteur, « il existe dans le procès d'un roi des mystères que vous ne comprendrez jamais. »« Accuser le roi !» s'écria le marquis hors de lui. « Combattre la France !» répondit Gérard d'un ton de mépris. « Niaiserie !» dit le marquis. « Parricide !» reprit le républicain. « Régicide !»« Eh bien, vas-tu prendre le moment de ta mort pour te disputer ?» s'écria gaiement Merle. « C'est vrai, » dit froidement Gérard en se retournant vers le marquis. « Monsieur, si votre intention est de nous donner la mort, » reprit-il, « faites-nous au moins la grâce de nous fusiller sur le champ. »« Te voilà bien, » reprit le capitaine, toujours pressé d'en finir. « Mais, mon ami, quand on va loin et qu'on ne pourra pas déjeuner le lendemain, on soupe. » Gérard s'élança fièrement et sans mot dire vers la muraille. Pilmiche l'ajusta en regardant le marquis immobile, prit le silence de son chef pour un ordre, et l'adjudant-major tomba comme un arbre. Marche à terre courut partager cette nouvelle dépouille avec Pilmiche. Comme deux corbeaux affamés, ils eurent un débat et grognèrent sur le cadavre encore chaud. « Si vous voulez achever de souper, capitaine, vous êtes libre de venir avec moi, » dit le marquis à Merle, qu'il voulut garder pour faire des échanges. Le capitaine rentra machinalement avec le marquis, en disant à voix basse, comme s'il s'adressait un reproche. « C'est cette diablesse de fille qui est cause de ça. Que dira Hulot ?»« Cette fille !» s'écria le marquis d'un ton sourd. « C'est donc bien décidément une fille !»
Le capitaine semblait avoir tué Montauran, qui le suivait tout pâle, défait, morne et d'un pas chancelant. Il s'était passé dans la salle à manger une autre scène qui, par l'absence du marquis, prit un caractère tellement sinistre que Marie, se trouvant sans son protecteur, put croire à l'arrêt de mort écrit dans les yeux de sa rivale. Au bruit de la décharge, tous les convives s'étaient levés, moins madame Dugois. « Rasseyez-vous, dit-elle. Ce n'est rien. Nos gens tuent les bleus. » Lorsqu'elle vit le marquis dehors, elle se leva. « Mademoiselle que voici !» s'écria-t-elle avec le calme d'une sourde rage. « Venez nous enlever le gars. » Elle venait essayer de le livrer à la République. « Depuis ce matin, je l'aurais pu livrer 20 fois, et je lui ai sauvé la vie, » répliqua mademoiselle de Verneuil. Madame Dugois s'élança sur sa rivale avec la rapidité de l'éclair. Elle brisa, dans son aveugle emportement, les faibles brandebourgs du Spencer de la jeune fille, surprise par cette soudaine irruption, viola d'une main brutale l'asile sacré où la lettre était cachée, déchira l'étoffe, les broderies, le corset, la chemise. Puis elle profita de cette recherche pour assouvir sa jalousie et sut froisser avec tant d'adresse et de fureur la gorge palpitante de sa rivale qu'elle y laissa les traces sanglantes de ses ongles, en éprouvant un sombre plaisir à lui faire subir une si odieuse prostitution. Dans la faible lutte que Marie opposa à cette femme furieuse, sa capote dénouée tomba, ses cheveux rompirent leurs liens et s'échappèrent en boucles ondoyantes. Son visage rayonna de pudeur, puis 2 larmes tracèrent un chemin humide et brûlant le long de ses joues et rendirent le feu de ses yeux plus vifs. Enfin, le tressaillement de la honte la livra frémissante au regard des convives. Des juges même endurcis auraient cru à son innocence en voyant sa douleur. La haine calcule si mal que madame Dugois ne s'aperçut pas qu'elle n'était écoutée de personne pendant que, triomphante, elle s'écriait « Voyez, messieurs, ai-je donc calomnié cette horrible créature ?» « Pas si horrible, » dit à voix basse le gros convive, auteur du désastre. « J'aime prodigieusement ces horreurs-là, moi. »« Voici, » reprit la cruelle Vendéenne, « un ordre signé Laplace et contresigné Dubois. » À ces noms, quelques personnes levèrent la tête. « Et en voici la teneur, » dit en continuant madame Dugois. « Les citoyens commandants militaires de tout grade, administrateurs de district, les procureurs syndics, etc., des départements insurgés, et particulièrement ceux des localités où se trouvera le ci-devant marquis de Montauran, chef de brigands et surnommé le Gars, devront prêter secours et assistance à la citoyenne Marie Verneuil et se conformer aux ordres qu'elle pourra leur donner, chacun en ce qui le concerne, etc. Une fille d'opéra, prendre un nom illustre pour le souiller de cette infamie, ajouta-t-elle. Un mouvement de surprise se manifesta dans l'assemblée. La partie n'est pas égale si la République emploie de si jolies femmes contre nous, dit gaiement le baron du Guénic. Surtout les filles qui ne mettent rien au jeu, répliqua madame Dugois. Rien, dit le chevalier du Vissard. Mademoiselle a cependant un domaine qui doit lui rapporter de bien grosses rentes. La République aime donc bien à rire pour nous envoyer des filles de joie en ambassade, s'écria l'abbé Gudin. Mais mademoiselle recherche malheureusement des plaisirs qui tuent, reprit madame Dugois, avec une horrible expression de joie qui indiquait le terme de ses plaisanteries. Comment donc vivez-vous encore, madame, dit la victime en se relevant après avoir réparé le désordre de sa toilette. Cette sanglante épigramme imprima une sorte de respect pour une si fière victime et imposa silence à l'assemblée. Madame Dugois vit errer sur les lèvres des chefs un sourire dont l'ironie la mit en fureur. Et alors, sans apercevoir le marquis ni le capitaine qui survinrent. « Pilmiche, emporte-la, dit-elle au chouan en lui désignant mademoiselle de Verneuil. C'est ma part du butin. Je te la donne. Fais-en tout ce que tu voudras. » À ce mot, tout, prononcé par cette femme, l'assemblée entière frissonna,
car les têtes hideuses de Marche-à-Terre et de Pilmiche se montrèrent derrière le marquis, et le supplice apparut dans toute son horreur. Francine, debout, les mains jointes, les yeux pleins de larmes, restait comme frappée de la foudre. Mademoiselle de Verneuil, qui recouvra dans le danger toute sa présence d'esprit, jeta sur l'assemblée un regard de mépris, ressaisit la lettre que tenait madame Dugois, leva la tête, et, l'œil sec, mais fulgurant, elle s'élança vers la porte où l'épée de Merle était restée. Là, elle rencontra le marquis, froid et immobile comme une statue. Rien ne plaidait pour elle sur ce visage dont tous les traits étaient fixes et fermes. Blessée dans son cœur, la vie lui devint odieuse. L'homme qui lui avait témoigné tant d'amour avait donc entendu les plaisanteries dont elle venait d'être accablée, et restait le témoin glacé de la prostitution qu'elle venait d'endurer lorsque les beautés qu'une femme réserve à l'amour essuyèrent tous les regards. Peut-être aurait-elle pardonné à Montauran ses sentiments de mépris, mais elle s'indigna d'avoir été vue par lui dans une infâme situation. Elle lui lança un regard stupide et plein de haine, car elle sentit naître dans son cœur d'effroyables désirs de vengeance. En voyant la mort derrière elle, son impuissance l'étouffa. Il s'éleva dans sa tête comme un tourbillon de folie, son sang bouillonnant lui fit voir le monde comme un incendie. Alors, au lieu de se tuer, elle saisit l'épée, la brandit sur le marquis, la lui enfonça jusqu'à la garde. Mais l'épée ayant glissé entre le bras et le flanc, le gars arrêta Marie par le poignet et l'entraîna hors de la salle, aidé par Pilmiche, qui se jeta sur cette créature furieuse au moment où elle essaya de tuer le marquis. À ce spectacle, Francine jeta des cris perçants. « Pierre! Pierre! Pierre !» s'écria-t-elle, avec des accents lamentables. Et tout en criant, elle suivit sa maîtresse. Le marquis laissa l'assemblée stupéfaite et sortit en fermant la porte de la salle. Quand il arriva sur le perron, il tenait encore le poignet de cette femme et le serrait par un mouvement convulsif, tandis que les doigts nerveux de Pilmiche en brisaient presque l'os du bras. Mais elle ne sentait que la main brûlante du jeune chef, qu'elle regarda froidement. « Monsieur, vous me faites mal. » Pour toute réponse, le marquis contempla pendant un moment sa maîtresse. « Avez-vous donc quelque chose à venger bassement, comme cette femme a fait ?» dit-elle. Puis, apercevant les cadavres étendus sur la paille, elle s'écria en frissonnant. « La foi d'un gentilhomme ! Ha 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 !» Après ce rire, qui fut affreux, elle ajouta. « La belle journée !»« Oui, belle, » répéta-t-il, « et sans lendemain. » Il abandonna la main de mademoiselle de Verneuil, après avoir contemplé d'un long regard, cette ravissante créature à laquelle il lui était presque impossible de renoncer. Aucun de ces deux esprits altiers ne voulut fléchir. Le marquis attendait peut-être une larme, mais les yeux de la jeune fille restèrent secs et fiers. Il se retourna vivement en laissant à Pilmiche sa victime. « Dieu m'entendra, marquis. Je lui demanderai pour vous une belle journée, sans lendemain. » Pilmiche, embarrassé d'une si belle proie, l'entraîna avec une douceur mêlée de respect et d'ironie. Le marquis poussa un soupir, rentra dans la salle et offrit à ses hôtes un visage semblable à celui d'un mort, dont les yeux n'auraient pas été fermés. La présence du capitaine Merle était inexplicable pour les acteurs de cette tragédie. Aussi, tous le contemplèrent-ils avec surprise, en s'interrogeant du regard. Merle s'aperçut de l'étonnement des Chouans et, sans sortir de son caractère, il leur dit en souriant tristement. « Je ne crois pas, messieurs, que vous refusiez un verre de vin à un homme qui va faire sa dernière étape. » Ce fut au moment où l'assemblée était calmée par ces paroles prononcées avec une étourderie française qui devait plaire aux Vendéens, que Montauran reparut, et sa figure pâle, son regard fixe, glacèrent tous les convives. « Vous allez voir, dit le capitaine, que le mort va mettre les vivants en train. »« Ah, dit le marquis, en laissant échapper le geste d'un homme qui s'éveille. Vous voilà, mon cher conseil de guerre. » Et il lui tendit une bouteille de vin de Grave, comme pour lui verser à boire. « Oh,
Merci, citoyen marquis. Je pourrais m'étourdir, voyez-vous. À cette saillie, madame Dugois dit aux convives en souriant. Allons, épargnons-lui le dessert. Vous êtes bien cruelle dans vos vengeances, madame, répondit le capitaine. Vous oubliez mon ami assassiné, qui m'attend, et je ne manque pas à mes rendez-vous. Capitaine, dit alors le marquis en lui jetant son gant, vous êtes libre. Tenez, voilà un passeport. Les chasseurs du roi savent qu'on ne doit pas tuer tout le gibier. Va pour la vie, répondit Merle, mais vous avez tort. Je vous réponds de jouer serré avec vous. Je ne vous ferai pas de grâce. Vous pouvez être très habile, mais vous ne valez pas Gérard. Quoique votre tête ne puisse jamais me payer la sienne, il me la faudra, et je l'aurai. Il était donc bien pressé, reprit le marquis. Adieu. Je pouvais trinquer avec mes bourreaux. Je ne reste pas avec les assassins de mon ami, dit le capitaine, qui disparut en laissant les convives étonnés. Eh bien, messieurs, que dites-vous des échevins, des chirurgiens et des avocats qui dirigent la République ? Demanda froidement le gars. Par la mort Dieu, marquis, répondit le comte de Beauvant. Ils sont en tout cas bien mal élevés. Celui-ci nous a fait, je crois, une impertinence. La brusque retraite du capitaine avait un secret motif. La créature si dédaignée, si humiliée, et qui succombait peut-être en ce moment, lui avait offert dans cette scène des beautés si difficiles à oublier qu'il se disait en sortant « Si c'est une fille, ce n'est pas une fille ordinaire, et j'en ferai certes bien ma femme. » Il désespérait si peu de la sauver des mains de ces sauvages que sa première pensée, en ayant la vie sauve, avait été de la prendre désormais sous sa protection. Malheureusement, en arrivant sur le perron, le capitaine trouva la cour déserte. Il jeta les yeux autour de lui, écouta le silence et n'entendit rien que les rires bruyants et lointains des chouans qui buvaient dans les jardins en partageant leur butin. Il se hasarda à tourner l'aile fatale devant laquelle ses soldats avaient été fusillés, et, de ce coin, à la faible lueur de quelques chandelles, il distingua les différents groupes que formaient les chasseurs du roi. Ni Pilmiche, ni Marchater, ni la jeune fille ne s'y trouvaient. Mais en ce moment, il se sentit doucement tiré par le pan de son uniforme, se retourna et vit Francine à genoux. « Où est-elle » demanda-t-il. « Je ne sais pas. Pierre m'a chassé en m'ordonnant de ne pas bouger. »« Par où sont-ils allés ?»« Par là, » répondit-elle en montrant la chaussée. Le capitaine et Francine aperçurent alors dans cette direction quelques ombres projetées sur les eaux du lac par la lumière de la lune, et reconnurent des formes féminines dont la finesse, quoique indistincte, leur fit battre le cœur. « Oh, c'est elle !» dit la Bretonne. Mademoiselle de Verneuil paraissait être debout et résignée au milieu de quelques figures dont les mouvements accusaient un débat. « Ils sont plusieurs !» s'écria le capitaine. « C'est égal, marchons !»« Vous allez vous faire tuer inutilement, » dit Francine. « Je suis déjà mort une fois aujourd'hui, » répondit-il gaiement. Et tous deux s'acheminèrent vers le portail sombre derrière lequel la scène se passait. Au milieu de la route, Francine s'arrêta. « Non, je n'irai pas plus loin, » s'écria-t-elle doucement. « Pierre m'a dit de ne pas m'en mêler. Je le connais, nous allons tout gâter. Faites ce que vous voudrez, monsieur l'officier, mais éloignez-vous. Si Pierre vous voyait auprès de moi, il vous tuerait. » En ce moment, Pilmiche se montra hors du portail, appela le postillon resté dans l'écurie, aperçut le capitaine et s'écria en dirigeant son fusil sur lui. « Sainte Anne d'Auray, le recteur d'Entrain avait bien raison de nous dire que les Bleus signent des pactes avec le diable. Attends, je m'en vais te faire ressusciter, moi. »« Hé, j'ai la vie sauve, » lui cria Merle en se voyant menacé. « Voici le gant de ton chef. »« Oui, voilà bien les esprits, » reprit le chouan. « Je ne te la donne pas, moi, la vie. Ave Maria. » Il tira. Le coup de feu atteignit à la tête le capitaine, qui tomba. Quand Francine s'approcha de Merle, elle l'entendit prononcer indistinctement ces paroles. « J'aime encore mieux rester avec eux que de revenir sans eux. »
Le chouan s'élança sur le bleu pour le dépouiller en disant « Il y a cela de bon chez ces revenants, qu'ils ressuscitent avec leurs habits. » En voyant dans la main du capitaine, qui avait fait le geste de montrer le gant du gars, cette sauvegarde sacrée, il resta stupéfait. « Je ne voudrais pas être dans la peau du fils de ma mère !» s'écria-t-il. Puis il disparut avec la rapidité d'un oiseau. Pour comprendre cette rencontre si fatale au capitaine, il est nécessaire de suivre mademoiselle de Verneuil, quand le marquis, en proie au désespoir et à la rage, l'eut quitté en l'abandonnant à Pilmiche. Francine saisit alors, par un mouvement convulsif, le bras de Marche-à-Terre et réclama, les yeux pleins de larmes, la promesse qu'il lui avait faite. À quelques pas d'eux, Pilmiche entraînait sa victime, comme s'il eût tiré, après lui, quelque fardeau grossier. Marie, les cheveux épars, la tête penchée, tourna les yeux vers le lac. Mais, retenue par un poignet d'acier, elle fut forcée de suivre lentement le chouan, qui se retourna plusieurs fois pour la regarder ou pour lui faire hâter sa marche. Et chaque fois, une pensée joviale dessina sur cette figure un épouvantable sourire. « Est-elle Gaudenne ?» s'écria-t-il avec une grossière emphase. En entendant ces mots, Francine recouvra la parole. « Pierre ?»« Eh bien ?»« Il va donc tuer mademoiselle ?»« Pas tout de suite, » répondit Marche-à-Terre. « Mais elle ne se laissera pas faire, et si elle meurt, je mourrai. »« Ah ben, tu l'aimes trop. Qu'elle meure !» dit Marche-à-Terre. « Si nous sommes riches et heureux, c'est à elle que nous devrons notre bonheur. Mais qu'importe, n'as-tu pas promis de la sauver de tout malheur ? » « Je vais essayer, mais reste là, ne bouge pas. » Sur-le-champ, le bras de Marche-à-Terre resta libre, et Francine, en proie à la plus horrible inquiétude, attendit dans la cour. Marche-à-Terre rejoignit son camarade au moment où ce dernier, après être entré dans la grange, avait contraint sa victime à monter en voiture. Pilmiche réclama le secours de son compagnon pour sortir la calèche. « Que veux-tu faire de tout cela ?» lui demanda Marche-à-Terre. « Ben, la grande garce m'a donné la femme, et tout ce qui est à elle est à mes. Bon, pour la voiture, tu en feras des sous, mais la femme, elle te sautera au visage comme un chat. » Pilmiche partit d'un éclat de rire bruyant et répondit « Tiens, je l'emporte où chez mes, je l'attacherai. »« Eh ben, attelons les chevaux, » dit Marche-à-Terre. Un moment après, Marche-à-Terre, qui avait laissé son camarade gardant sa proie, mena la calèche hors du portail, sur la chaussée, et Pilmiche monta près de mademoiselle de Verneuil, sans s'apercevoir qu'elle prenait son élan pour se précipiter dans l'étang. « Oh, Pilmiche !» cria Marche-à-Terre. « Quoi ? Je t'achète tout ton butin. »« Gosses-tu » demanda le chouan, en tirant sa prisonnière par les jupons comme un boucher ferait d'un veau qui s'échappe. « Laisse-la moi voir, je te dirai un prix. » L'infortunée fut contrainte de descendre et demeura entre les deux chouans qui la tinrent chacun par une main, en la contemplant comme les deux vieillards durent regarder Suzanne dans son bain. « Veux-tu, dit Marche-à-Terre en poussant un soupir, veux-tu 30 livres de bonne rente ? Ben vrai ? Top, lui dit Marche-à-Terre en lui tendant la main. Oh, je tope, il y a de quoi avoir des bretonnes avec ça et des Gaudens. Mais la voiture, à qui qu'elle sera ? Reprit Pilmiche en se ravisant. À moi, s'écria Marche-à-Terre d'un son de voix terrible qui annonça l'espèce de supériorité que son caractère féroce lui donnait sur tous ses compagnons. Mais s'il y avait de l'or dans la voiture ? N'as-tu pas topé ? Oui, j'ai topé. Eh bien, va chercher le postillon qui est garrotté dans l'écurie. Mais s'il y avait de l'or dans... Y en a-t-il ? Demanda brutalement Marche-à-Terre à Marie en lui secouant le bras. J'ai 100 d'écus, répondit mademoiselle de Verneuil. À ces mots, les deux chouans se regardèrent. Eh, mon bon ami, ne nous brouillons pas pour une bleue, dit Pilmiche à l'oreille de Marche-à-Terre. Boutons-la dans l'étang avec une pierre au cou, et partageons les 100 écus. Je te donne les 100 écus de ma part de la rançon de 2 d'Orgemont, s'écria Marche-à-Terre
en étouffant un grognement causé par ce sacrifice. Pilmiche poussa une espèce de cri rauque, alla chercher le postillon, et sa joie porta malheur au capitaine qu'il rencontra. En entendant le coup de feu, Marchater s'élança vivement à l'endroit où Francine, encore épouvantée, priait à genoux, les mains jointes auprès du pauvre capitaine, tant le spectacle d'un meurtre l'avait vivement frappé. « Cours à ta maîtresse !» lui dit brusquement le chouan. « Elle est sauvée. » Il courut chercher lui-même le postillon, revint avec la rapidité de l'éclair, et, en passant de nouveau devant le corps de Merle, il aperçut le gant du gars que la main morte serrait convulsivement encore. « Oh oh !» s'écria-t-il. « Pilmiche a fait là un traître coup. Il n'est pas sûr de vivre de ses rentes. » Il arracha le gant et dit à mademoiselle de Verneuil, qui s'était déjà placée dans la calèche avec Francine. « Tenez, prenez ce gant. Si dans la route nos hommes vous attaquaient, criez « Oh, le gars ! Montrez ce passeport-là. Rien de mal ne vous arrivera. » « Francine, dit-il en se tournant vers elle et lui saisissant fortement la main, nous sommes quittes avec cette femme-là. Viens avec moi et que le diable l'emporte. »« Tu veux que je l'abandonne en ce moment ?» répondit Francine d'une voix douloureuse. Marchater se gratta l'oreille et le front, puis il leva la tête et fit voir des yeux armés d'une expression féroce. « C'est juste, dit-il. Je te laisse à elle 8 jours. Si passé ce terme, tu ne viens pas avec moi ?» Il n'acheva pas, mais il donna un violent coup du plat de sa main sur l'embouchure de sa carabine. Après avoir fait le geste d'ajuster sa maîtresse, il s'échappa sans vouloir entendre de réponse. Aussitôt que le chouan fut parti, une voix qui semblait sortir de l'étang cria sourdement « Madame ! Madame !» Le postillon et les 2 femmes tressaillirent d'horreur, car quelques cadavres avaient flotté jusque-là. Un bleu caché derrière un arbre se montra. « Laissez-moi monter sur la giberne de votre fourgon, où je suis un homme mort. Le damné verre de cidre que la clé des cœurs a voulu boire a coûté plus d'une pinte de sang. S'il m'avait imité et fait sa ronde, les pauvres camarades ne seraient pas là, flottant comme des galiotes. » Pendant que ces événements se passaient au dehors, les chefs envoyés de la Vendée et ceux des Chouans délibéraient, le verre à la main, sous la présidence du marquis de Montauran. De fréquentes libations de vin de Bordeaux animèrent cette discussion, qui devint importante et grave à la fin du repas. Au dessert, au moment où la ligne commune des opérations militaires était décidée, les royalistes portèrent une santé aux Bourbons. Là, le coup de feu de Pilmiche retentit comme un écho de la guerre désastreuse que ces gais et ces nobles conspirateurs voulaient faire à la République. Madame Dugois tressaillit, et, au mouvement que lui causa le plaisir de se savoir débarrassé de sa rivale, les convives se regardèrent en silence. Le marquis se leva de table et sortit. « Il l'aimait, pourtant, » dit ironiquement Madame Dugois. « Allez donc lui tenir compagnie, Monsieur de Fontaine. Il sera ennuyeux comme les mouches, si on lui laisse broyer du noir. » Elle alla à la fenêtre qui donnait sur la cour pour tâcher de voir le cadavre de Marie. De là, elle put distinguer, au dernier rayon de la lune qui se couchait, la calèche gravissant l'avenue de Pommiers avec une célérité incroyable. Le voile de mademoiselle de Verneuil, emporté par le vent, flottait hors de la calèche. À cet aspect, Madame Dugois, furieuse, quitta l'assemblée. Le marquis, appuyé sur le perron et plongé dans une sombre méditation, contemplait 150 chouans environ qui, après avoir procédé dans les jardins au partage du butin, étaient revenus achever la pièce de cidre et le pain promis aux Bleus. Ces soldats de nouvelle espèce, et sur lesquels se fondaient les espérances de la monarchie, buvaient par groupes, tandis que, sur la berge qui faisait face au perron, 7 ou 8 d'entre eux s'amusaient à lancer dans les eaux les cadavres des Bleus auxquels ils attachaient des pierres. Ce spectacle, joint aux différents tableaux que présentaient les bizarres costumes et les sauvages expressions de ces gars insouciants et barbares, était si extraordinaire et si nouveau pour M. de Fontaine, à qui les troupes vendéennes avaient offert quelque chose de noble et de régulier,
qu'il saisit cette occasion pour dire au marquis de Montauran: « Qu'espérez-vous pouvoir faire avec de semblables bêtes ?»« Pas grand-chose, n'est-ce pas, cher comte ?» répondit le gars. « Sauront-ils jamais manœuvrer en présence des républicains ? Jamais. Pourront-ils seulement comprendre et exécuter vos ordres ? Jamais. À quoi donc vous seront-ils bons ? À plonger mon épée dans le ventre de la République, reprit le marquis d'une voix tonnante, à me donner Fougères en 3 jours et toute la Bretagne en 10. Allez, monsieur, dit-il d'une voix plus douce, partez pour la Vendée. Que d'Autichamp, Suzannet, l'abbé Bernier marchent seulement aussi rapidement que moi, qu'ils ne traitent pas avec le premier consul, comme on me le fait craindre. Là, il serra fortement la main du Vendéen. Nous serons alors dans 20 jours à 30 lieues de Paris. Mais la République envoie contre nous 60 000 hommes et le général Brune. 60 000 hommes ? Vraiment ? Reprit le marquis avec un rire moqueur. Et avec quoi Bonaparte ferait-il la campagne d'Italie ? Quant au général Brune, il ne viendra pas. Bonaparte l'a dirigé contre les Anglais en Hollande et le général Hédouville, l'ami de notre ami Barras, le remplace ici. Me comprenez-vous ? En l'entendant parler ainsi, M. de Fontaine regarda le marquis de Montauran d'un air fin et spirituel qui semblait lui reprocher de ne pas comprendre lui-même le sens des paroles mystérieuses qui lui étaient adressées. Les 2 gentilshommes s'entendirent alors parfaitement, mais le jeune chef répondit avec un indéfinissable sourire aux pensées qu'ils s'exprimèrent des yeux. « Monsieur de Fontaine, connaissez-vous mes armes ? Ma devise est « Persévérer jusqu'à la mort ». Le comte de Fontaine prit la main de Montauran et la lui serra en disant « J'ai été laissé pour mort aux 4 chemins. Ainsi, vous ne doutez pas de moi. Mais croyez à mon expérience, les temps sont changés. »« Oh oui, dit la Billardière, qui survint. Vous êtes jeune, marquis. Écoutez-moi, vos biens n'ont pas tous été vendus. »« Ah, concevez-vous le dévouement sans sacrifice, dit Montauran. »« Connaissez-vous bien le roi ? dit la Billardière. »« Oui. »« Je vous admire. »« Le roi, répondit le jeune chef, c'est le prêtre, et je me bats pour la foi. » Ils se séparèrent. Le Vendéen, convaincu de la nécessité de se résigner aux événements en gardant sa foi dans son cœur, la Billardière pour retourner en Angleterre, Montauran pour combattre avec acharnement et forcer par les triomphes qu'il rêvait les Vendéens à coopérer à son entreprise. Ces événements avaient excité tant d'émotions dans l'âme de mademoiselle de Verneuil qu'elle se pencha tout abattue et comme morte au fond de la voiture en donnant l'ordre d'aller à Fougères. Francine imita le silence de sa maîtresse. Le postillon, qui craignit quelque nouvelle aventure, se hâta de gagner la grande route et arriva bientôt au sommet de la Pèlerine. Marie de Verneuil traversa, dans le brouillard épais et blanchâtre du matin, la belle et large vallée du Couesnon, où cette histoire a commencé, et entrevit à peine, du haut de la Pèlerine, le rocher de schiste sur lequel est bâtie la ville de Fougères. Les 3 voyageurs en étaient encore séparés d'environ 2 lieues. En se sentant transi de froid, mademoiselle de Verneuil pensa au pauvre fantassin qui se trouvait derrière la voiture, et voulut absolument, malgré ses refus, qu'il montât près de Francine. La vue de Fougères l'attira pour un moment de ses réflexions. D'ailleurs, le poste placé à la porte Saint-Léonard ayant refusé l'entrée de la ville à des inconnus, elle fut obligée d'exhiber sa lettre ministérielle. Elle se vit alors à l'abri de toute entreprise hostile en entrant dans cette place, dont, pour le moment, les habitants étaient les seuls défenseurs. Le postillon ne lui trouva pas d'autre asile que l'auberge de la poste. « Madame, dit le bleu qu'elle avait sauvé, si vous avez jamais besoin d'administrer un coup de sabre à un particulier, ma vie est à vous. Je suis bon là. Je me nomme Jean Falcon, dit Beaupied, sergent à la 1re compagnie des Lapins de Hulot, 72e demi-brigade, surnommé
la Mayençaise. Faites excuse de ma condescendance et de ma vanité, mais je ne puis vous offrir que l'âme d'un sergent. Je n'ai que ça, pour le quart d'heure, à votre service. » Il tourna sur ses talons et s'en alla en sifflant. Plus bas on descend dans la société, dit amèrement Marie, plus on y trouve de sentiments généreux sans ostentation. Un marquis me donne la mort pour la vie, et un sergent. Enfin, laissons cela. Lorsque la belle Parisienne fut couchée dans un lit bien chaud, sa fidèle Francine attendit en vain le mot affectueux auquel elle était habituée. Mais, en la voyant inquiète et debout, sa maîtresse fit un signe empreint de tristesse. « On nomme cela une journée, Francine, » dit-elle. « Je suis de 10 ans plus vieille. » Le lendemain matin, à son lever, Corentin se présenta pour voir Marie, qui lui permit d'entrer. « Francine, » dit-elle, « mon malheur est donc immense. La vue de Corentin ne m'est pas trop désagréable. » Néanmoins, en revoyant cet homme, elle éprouva pour la 1000e fois une répugnance instinctive que 2 ans de connaissance n'avaient pu adoucir. « Eh bien, dit-il en souriant, j'ai cru à la réussite. Ce n'était donc pas lui que vous teniez ? » « Corentin, répondit-elle, avec une lente expression de douleur. Ne me parlez de cette affaire que quand j'en parlerai moi-même. » Cet homme se promena dans la chambre et jeta sur mademoiselle de Verneuil des regards obliques, en essayant de deviner les pensées secrètes de cette singulière fille, dont le coup d'œil avait assez de portée pour déconcerter, par instants, les hommes les plus habiles. « J'ai prévu cet échec, » reprit-il après un moment de silence. « S'il vous plaisait d'établir votre quartier général dans cette ville, j'ai déjà pris des informations. Nous sommes au cœur de la chouannerie. Voulez-vous y rester ?» Elle répondit par un signe de tête affirmatif qui donna lieu à Corentin d'établir des conjectures, en partie vraies, sur les événements de la veille. « J'ai loué pour vous une maison nationale invendue. Ils sont bien peu avancés dans ce pays-ci. Personne n'a osé acheter cette baraque, parce qu'elle appartient à un émigré qui passe pour brutal. Elle est située auprès de l'église Saint-Léonard. Et ma parole d'honneur, on y jouit d'une vue ravissante. On peut tirer parti de ce chenil. Il est logeable. Voulez-vous y venir ? » « À l'instant, s'écria-t-elle. « Mais il me faut encore quelques heures pour y mettre de l'ordre et de la propreté, afin que vous y trouviez tout à votre goût. »« Qu'importe, dit-elle. J'habiterai un cloître, une prison sans peine. Néanmoins, faites en sorte que, ce soir, je puisse y reposer dans la plus profonde solitude. Allez, laissez-moi. Votre présence m'est insupportable. Je veux rester seule avec Francine. Je m'entendrai mieux avec elle qu'avec moi-même, peut-être. Adieu. Allez, allez donc. » Ces paroles, prononcées avec volubilité et tour à tour empreintes de coquetterie, de despotisme ou de passion, annoncèrent en elle une tranquillité parfaite. Le sommeil avait sans doute lentement classé les impressions de la journée précédente, et la réflexion lui avait conseillé la vengeance. Si quelque sombre expression se peignait encore parfois sur son visage, elle semblait attester la faculté que possèdent certaines femmes d'ensevelir dans leur âme les sentiments les plus exaltés, et cette dissimulation qui leur permet de sourire avec grâce en calculant la perte de leur victime. Elle demeura seule occupée à chercher comment elle pourrait amener entre ses mains le marquis tout vivant. Pour la première fois, cette femme avait vécu selon ses désirs. Mais, de cette vie, il ne lui restait qu'un sentiment, celui de la vengeance. D'une vengeance infinie, complète. C'était sa seule pensée, son unique passion. Les paroles et les attentions de Francine trouvèrent Marie muette. Elle sembla dormir les yeux ouverts. Et cette longue journée s'écoula sans qu'un geste ou une action indiquassent cette vie extérieure qui rend témoignage de nos pensées. Elle resta couchée sur une ottomane qu'elle avait faite avec des chaises et des oreillers. Le soir seulement, elle laissa tomber négligemment ces mots en regardant Francine. « Mon enfant, j'ai compris hier qu'on vécut pour aimer.
Et je comprends aujourd'hui qu'on puisse mourir pour se venger. Oui, pour l'aller chercher là où il sera, pour de nouveau le rencontrer, le séduire et l'avoir à moi. Je donnerai ma vie. Mais si je n'ai pas, dans peu de jours, sous mes pieds, humble et soumis, cet homme qui m'a méprisé, si je n'en fais pas mon valet, mais je serai au-dessus de tout, je ne serai plus une femme, je ne serai plus moi. La maison que Corentin avait proposée à mademoiselle de Verneuil lui offrit assez de ressources pour satisfaire le goût de luxe et d'élégance inné dans cette fille. Il rassembla tout ce qu'il savait devoir lui plaire avec l'empressement d'un amant pour sa maîtresse. Ou mieux encore, avec la servilité d'un homme puissant qui cherche à courtiser quelques subalternes dont il a besoin. Le lendemain, il vint proposer à mademoiselle de Verneuil de se rendre à cet hôtel improvisé. Bien qu'elle ne fît que passer de sa mauvaise ottomane sur un antique sofa que Corentin avait su lui trouver, la fantasque parisienne prit possession de cette maison comme d'une chose qui lui aurait appartenu. Ce fut une insouciance royale pour tout ce qu'elle y vit, une sympathie soudaine pour les moindres meubles qu'elle s'appropria tout à coup comme si lui eussent été connus depuis longtemps. Détails vulgaires, mais qui ne sont pas indifférents à la peinture de ses caractères exceptionnels. Il semblait qu'un rêve l'eût familiarisé par avance avec cette demeure où elle vécut de sa haine comme elle y aurait vécu de son amour. « Je n'ai pas, du moins, se disait-elle, excité en lui cette insultante pitié qui tue. Je ne lui dois pas la vie. Oh, mon premier, mon seul et mon dernier amour. Quel dénouement !» Elle s'élança d'un bond sur Francine, effrayée. « Aimes-tu ? Oh oui, tu aimes, je m'en souviens. Ah, je suis bien heureuse d'avoir auprès de moi une femme qui me comprenne. Eh bien, ma pauvre Francette, l'homme ne te semble-t-il pas une effroyable créature ? Hein ? Il disait m'aimer, et il n'a pas résisté à la plus légère des épreuves. Mais si le monde entier l'avait repoussé, pour lui, mon âme eût été un asile. Si l'univers l'avait accusé, je l'aurais défendu. Autrefois, je voyais le monde rempli d'êtres qui allaient et venaient. Il ne m'était qu'indifférent. Le monde était triste et non pas horrible. Mais maintenant, quel monde sans lui ? Il va donc vivre sans que je sois près de lui, sans que je le voie, que je lui parle, que je le sente, que je le tienne, que je le serre. Ah, je l'égorgerai plutôt moi-même dans son sommeil. Francine, épouvantée, la contempla un moment en silence. « Tuer celui qu'on aime ?» dit-elle d'une voix douce. « Ah, certes, quand il n'aime plus. » Mais, après ces épouvantables paroles, elle se cacha le visage dans ses mains, se rassit et garda le silence. Le lendemain, un homme se présenta brusquement devant elle sans être annoncé. Il avait un visage sévère. C'était Hulot. Elle leva les yeux et frémit. « Vous venez, dit-elle, me demander compte de vos amis. Ils sont morts. »« Je le sais, » répondit-il. « Ce n'est pas au service de la République. »« Pour moi et par moi, reprit-elle. Vous allez me parler de la patrie. La patrie rend-elle la vie à ceux qui meurent pour elle ? Les venge-t-elle seulement ? Moi, je les vengerai, s'écria-t-elle. Les lugubres images de la catastrophe dont elle avait été la victime s'étant tout à fait développées à son imagination, cet être gracieux qui mettait la pudeur en premier dans les artifices de la femme eut un mouvement de folie et marcha d'un pas saccadé vers le commandant stupéfait. « Pour quelques soldats égorgés, j'amènerai sous la hache de vos échafauds une tête qui vaut des milliers de têtes, dit-elle. Les femmes font rarement la guerre. Mais vous pourrez, quelque vieux que vous soyez, apprendre à mon école de bons stratagèmes. Je livrerai à vos baïonnettes une famille entière, ses aïeux et lui, son avenir, son passé. Autant j'ai été bonne et vraie pour lui, autant je serai perfide et fausse. Oui, commandant, je veux amener ce petit gentilhomme dans mon lit, et il en sortira pour marcher à la mort.
C'est cela, je n'aurai jamais de rival. Le misérable a prononcé lui-même son arrêt. Un jour, sans lendemain. Votre République et moi, nous serons vengés. La République, reprit-elle d'une voix dont les intonations bizarres effrayèrent Hulot. Mais le rebelle mourra donc pour avoir porté les armes contre son pays? La France me volerait donc ma vengeance? Ah, qu'une vie est peu de chose, une mort n'explique un crime. Mais si ce monsieur n'a qu'une tête à donner, j'aurai une nuit pour lui faire penser qu'il perd plus d'une vie. Sur toute chose, commandant, vous qui le tuerez, elle laissa échapper un soupir, faites en sorte que rien ne trahisse ma trahison et qu'il meure convaincu de ma fidélité. Je ne vous demande que cela, qu'il ne voie que moi et mes caresses. Là, elle se tut. Mais, à travers la pourpre de son visage, Hulot et Corentin s'aperçurent que la colère et le délire n'étouffaient pas entièrement la pudeur. Marie frissonna violemment en disant les derniers mots. Elle les écouta de nouveau, comme si elle eût douté de les avoir prononcés, et tressaillit naïvement en faisant les gestes involontaires d'une femme à laquelle un voile échappe. « Mais vous l'avez eu entre les mains ?» dit Corentin. « Probablement, » répondit-elle avec amertume. « Pourquoi m'avoir arrêté quand je le tenais ?» reprit Hulot. « Eh, commandant, nous ne savions pas que ce serait lui !» Tout à coup, cette femme agitée, qui se promenait à pas précipités en jetant des regards dévorants aux deux spectateurs de cet orage, se calma. « Je ne me reconnais pas, » dit-elle d'un ton d'homme. « Pourquoi parler? Il faut l'aller chercher. » « L'aller chercher, » dit Hulot. « Mais, ma chère enfant, prenez-y garde, nous ne sommes pas maîtres des campagnes. Et, si vous vous hasardiez à sortir de la ville, vous seriez prise ou tuée à 100 pas. »« Il n'y a jamais de danger pour ceux qui veulent se venger, » répondit-elle, en faisant un geste de dédain, pour bannir de sa présence ces deux hommes qu'elle avait honte de voir. « Quelle femme !» s'écria Hulot en se retirant avec Corentin. « Quelle idée ils ont eue à Paris, ces gens de police !»« Mais elle ne nous le livrera jamais, » ajouta-t-il en hochant la tête. « Oh si !» répliqua Corentin. « Ne voyez-vous pas qu'elle l'aime ?» reprit Hulot. « C'est précisément pour cela. D'ailleurs, dit Corentin en regardant le commandant étonné, je suis là pour l'empêcher de faire des sottises. Car, selon moi, camarade, il n'y a pas d'amour qui vaille 300 000 francs. » Quand ce diplomate de l'intérieur quitta le soldat, ce dernier le suivit des yeux. Et, lorsqu'il n'entendit plus le bruit de ses pas, il poussa un soupir en se disant à lui-même : « Il y a donc quelquefois du bonheur à n'être qu'une bête comme moi. Tonnerre de Dieu, si je rencontre le gars, nous nous battrons corps à corps. Ou je ne me nomme pas Hulot, car si ce renard-là me l'amenait à juger, maintenant qu'ils ont créé des conseils de guerre, je croirais ma conscience aussi sale que la chemise d'un jeune troupier qui entend le feu pour la première fois. » Le massacre de la Vivetière et le désir de venger ses deux amis avaient autant contribué à faire reprendre à Hulot le commandement de sa demi-brigade, que la réponse par laquelle un nouveau ministre, Berthier, lui déclarait que sa démission n'était pas acceptable dans les circonstances présentes. À la dépêche ministérielle était jointe une lettre confidentielle où, sans l'instruire de la mission dont était chargée mademoiselle de Verneuil, il lui écrivait que cet incident, complètement en dehors de la guerre, n'en devait pas arrêter les opérations. La participation des chefs militaires devait, disait-il, se borner, dans cette affaire, à seconder cette honorable citoyenne s'il y avait lieu. En apprenant par ses rapports que les mouvements des Chouans annonçaient une concentration de leurs forces vers Fougères, Hulot avait discrètement ramené, par une marche forcée, 2 bataillons de sa demi-brigade sur cette place importante. Le danger de la patrie, la haine de l'aristocratie, dont les partisans menaçaient une étendue de pays considérable, l'amitié, tout avait contribué à rendre au vieux militaire le feu de sa jeunesse. « Voilà donc cette vie que je désirais !» s'écria mademoiselle de Verneuil quand elle se trouva seule avec Francine. «
quelque rapides que soient les heures, elles sont pour moi comme des siècles de pensée. Elle prit tout à coup la main de Francine, et sa voix, comme celle du premier rouge-gorge qui chante après l'orage, laissa échapper lentement ces paroles. « J'ai beau faire, mon enfant, je vois toujours ces deux lèvres délicieuses, ce menton court et légèrement relevé, ces yeux de feu, et j'entends encore le « hu » du postillon. Enfin, je rêve. Et pourquoi donc tant de haine au réveil ? Elle poussa un long soupir, se leva, puis, pour la première fois, elle se mit à regarder le pays livré à la guerre civile par ce cruel gentilhomme qu'elle voulait attaquer, à elle seule. Séduite par la vue du paysage, elle sortit pour respirer plus à l'aise sous le ciel. Et si elle suivit son chemin à l'aventure, elle fut certes conduite vers la promenade de la ville par ce maléfice de notre âme qui nous fait chercher des espérances dans l'absurde. Les pensées conçues sous l'empire de ce charme se réalisent souvent. Mais on en attribue alors la prévision à cette puissance appelée le pressentiment. Pouvoir inexpliqué, mais réel, que les passions trouvent toujours complaisant comme un flatteur qui, à travers ses mensonges, dit parfois la vérité.